Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce samedi 30 septembre 2023. Au menu de ce premier live, 4 sujets ayant marqué l'actualité nationale et internationale. Nous allons d'abord évoquer cette question de la rentrée scolaire 2023-2024 au Togo avec la fermeture du lycée du 2 février d'Agbelepedo. C'est à Lomé. Nous allons revenir sur les petits événements ayant donc marqué cette rentrée scolaire, notamment ce drame-là qui a eu lieu dans un village de la préfecture de Blita. On a dénombré 2 élèves qui sont décédés et puis un enseignant gravement blessé. Nous allons revenir sur tous ces aspects-là. Ensuite, nous allons parler de cette décision de l'autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes ARCEP encadrant donc l'activité de Wi-Fi Zone au Togo. Nous allons voyager à travers l'Afrique. Nous allons aller au Burkina Faso où un coup d'État, semblerait-il, a été déjoué par les putschistes au pouvoir dans ce pays-là. Et nous allons conclure donc avec le Niger où une organisation de la société civile exige donc le retrait du permis d'exploitation de l'uranium à la société Orana, ex-Areva, une entreprise française. Nous allons donc décrypter l'actualité nationale et internationale. Donc tous ces 4 sujets ont marqué donc l'actualité au plan national et au plan international. Je suis donc Samiroudine Ourosama, juriste, défenseur des droits humains et président de l'association Initiative citoyenne des jeunes, La Voix des enfants. Mesdames, Messieurs, l'événement phare ayant donc marqué la rentrée scolaire 2023-2024 a été donc cette décision prise par le ministre des enseignements primaires et secondaires techniques et de l'artisanat, le professeur Doji Kokoroko, a décidé en toute responsabilité donc de fermer temporairement le lycée du 2 février qui date donc de 1991. Donc le lycée a été construit en 1991. Les autorités ont jugé opportun donc de préserver la vie des élèves et des enseignants en fermant temporairement ce lycée-là. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Nous allons donc évoquer cette question-là ensemble cet après-midi. Vous savez que l'obligation de l'État de pouvoir mettre en place des infrastructures scolaires de qualité, de pouvoir également mettre à la disposition des élèves un personnel encadrant également de qualité, un personnel enseignant professionnel qui puisse donner à nos enfants une éducation de qualité. Dans cette tâche-là, le gouvernement, au cours de ces dernières années, n'a ménagé aucun effort pour renforcer d'abord les infrastructures scolaires. Donc, nous avons assisté à la construction de plusieurs écoles à travers le pays. Ensuite, le gouvernement s'est donné cette lourde responsabilité-là en renforçant d'abord les capacités du personnel enseignant existant. Ensuite, en renforçant les ressources humaines en termes de personnel encadrant au niveau de ces niveaux d'enseignement dans notre pays. Alors, à la première semaine de la rentrée 2023-2024, nous avons donc appris comme vous la décision du ministère des enseignements primaires et secondaires, techniques et de l'artisanat de la fermeture du lycée du 2 février d'Agbelepedo. Nous saluons cette décision des autorités togolaises qui ont à cœur la préservation de la vie des élèves et de l'intérêt supérieur de l'enfant, bien évidemment. Alors, nous voulons nous questionner un peu qu'est-ce qui n'a pas marché, puisqu'on sait très bien que les élèves ont eu à peu près 2 mois. Les élèves sont restés à la maison 2 mois durant, sans aller à l'école. Qu'est-ce qui s'est réellement passé jusqu'à ce que les autorités ne se rendent pas compte de l'état de d'ébriété, de l'état précaire de ce bâtisse-là qui date de 1991. Je pense que, et connaissant l'engagement du ministre dans ce sens-là, d'améliorer un peu les infrastructures scolaires, je pense qu'il faudrait situer les responsabilités des uns et des autres. Et cela reste d'ailleurs mon avis. Vous savez, lorsque vous avez dans un pays des autorités qui placent le secteur de l'éducation au premier plan, qui font de l'éducation le moteur de notre croissance, de notre développement, il est important également que tous ces acteurs-là qui interviennent tout le long de la chaîne puissent jouer pleinement leurs responsabilités, puissent jouer pleinement leur rôle. Parce que
on ne peut pas comprendre qu'on puisse avoir au niveau de ce ministère là plusieurs démembrements. Vous avez les directions régionales de l'éducation, vous avez les inspections de l'éducation, vous avez toute cette chaîne-là d'acteurs qui interviennent et qui interviennent sur le terrain, qui sont censés à un moment donné faire le rapport ou le compte rendu au premier responsable du secteur de l'éducation sur l'état de nos bâtiments, l'état de nos infrastructures scolaires. On devrait, en toute responsabilité, situer la responsabilité des uns et des autres. Qui n'a pas joué son rôle véritablement? Qui n'a pas signalé à temps l'état d'ébriété, l'état de précarité de ce bâtisse-là, qui date de 1991 et qui devrait abriter plus de 1500 élèves. Vous imaginez, ces 1500 élèves qui habitent dans les environnants de ce lycée-là sont appelés à se converger vers les autres lycées, notamment le lycée de Kakaveli, le lycée d'Avedje Lavagno, le lycée d'Agoué-Nivé Centre. C'est une situation imprévue pour les parents. Parce que un élève, imaginez un élève qui habite par exemple à Agbelepedo, ou un élève qui habite, je dis de n'importe quoi, un élève qui habite à Tochi, qui doit, au lieu, puisque la politique du gouvernement, c'est de pouvoir rapprocher l'école des populations, de pouvoir rapprocher l'école des élèves, est obligé de parcourir plusieurs kilomètres afin d'aller recevoir de l'éducation dans un autre lycée. Je pense que c'est une situation qui n'avantage pas les parents, c'est une situation préoccupante, non seulement pour les élèves, parce que on dit que l'école est obligatoire au Togo jusqu'à l'âge de 15 ans, ça c'est un fait, c'est une obligation constitutionnelle. Ensuite, l'État a l'obligation de mettre en place les infrastructures scolaires et doter ces infrastructures scolaires d'un personnel encadrant de qualité. On ne doute pas de cette volonté du gouvernement d'aller dans ce sens-là. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire le bilan sur ce qui n'a pas marché, qui n'a pas joué son rôle véritablement à un moment donné, à ce qu'on en arrive à cette décision-là au tout début d'une année scolaire. Qui n'a pas joué véritablement son rôle? Je pense que le ministre des Enseignements primaires et secondaires doit sanctionner sévèrement tout manquement quelqu'un qui aurait intervenu à ce qu'on en arrive à cette situation-là de fermeture de ce lycée-là. Ensuite, à la rentrée, notamment au cours de cette première semaine de la rentrée, nous avons appris également que un bâtiment ou un mur d'un bâtiment est tombé sur des élèves en cours qui étaient en classe en train d'étudier. Vous savez que le Togo, notre pays, et la plupart des pays de la sous-région traversent une période pluvieuse en ce moment. Et vous imaginez l'état dans lequel était ce bâtiment. Nous avons vu les vidéos qui ont fait le tour sur les réseaux sociaux. C'est une classe, ou c'est une salle de classe qui a été construite à partir de la terre battue. Donc ce n'est pas véritablement une infrastructure scolaire qui répond aux normes. Nous avons toujours dit, et nous le répétons toujours, qu'il est important que lorsque l'État n'a pas les possibilités ou n'a pas les moyens pour pouvoir mettre en place des écoles ou de pouvoir créer des écoles dans des localités, je pense que la décision la plus appropriée, c'est que les populations puissent se limiter à celles qui existent dans les localités environnantes, au lieu de prendre des initiatives, de mettre en place des écoles d'initiative locales. Je pense que le ministre, depuis qu'il est arrivé à la tête de ce département ministériel, a essayé de mettre fin à ce genre de pratique. C'est l'école, c'est l'État qui a ce pouvoir-là de la création des écoles dans les localités. Et au cours de cette année, le gouvernement a annoncé avoir créé une cinquantaine d'écoles dans certaines localités de notre pays. C'est une nouvelle à saluer, à encourager véritablement. Et donc, il n'est pas possible que dans une localité quelconque, lorsqu'il n'y a pas une initiative gouvernementale allant dans le sens de mettre en place une école en bonne place, c'est-à-dire une école qui
qui a toutes les infrastructures scolaires nécessaires, ne serait-ce que les infrastructures qui répondent aux standards internationaux. Donc, une salle de classe bien bâtie qui préserve la sécurité, parce qu'il en va de la sécurité des élèves. Parce que quand vous regardez un peu, vous jetez un coup d'œil sur ce qui s'est passé, mais la salle de classe qui a été construite à partir de la terre battue, mais ce n'est pas une initiative gouvernementale, ce n'est pas le gouvernement qui a construit une salle de classe avec de la terre battue. C'est une initiative locale. Et une initiative locale, en réalité, doit avoir l'adhésion de l'autorité. Doit pouvoir avoir l'adhésion de l'autorité avant de créer quoi que ce soit. Je pense qu'il faudrait mettre en place toutes ces pratiques-là. Par les années précédentes, on a également assisté à ce genre de cas où un mur d'une salle de classe est tombé en plein cours sur des élèves. On en a assisté également à des morts dans certaines localités. L'école doit être un cadre sécurisé, un cadre sûr pour les élèves. Lorsque l'enfant quitte la maison pour l'école, mais il va à l'école pour acquérir de la connaissance, pour acquérir le savoir-faire et le savoir-être. L'école ne doit pas constituer un danger pour les enfants. Et l'État s'engage véritablement dans ce sens-là. Donc, les populations doivent accompagner ces efforts-là du gouvernement et ne doivent pas prendre des initiatives isolées en mettant la vie de leurs enfants en danger. Parce que ce qui s'est passé là, dans ce village-là, dans la préfecture de Blita, mais les populations également ont leurs responsabilités. Parce que quand vous regardez un peu l'état de ce bâtiment-là, vous vous rendrez compte que comment est-ce qu'on peut permettre dans une localité à ce que les enfants puissent aller s'asseoir en cette période pluvieuse sous un bâtiment comme ça. Ce n'est pas possible. Et je pense que, comme les années précédentes, le gouvernement a témoigné sa solidarité aux parents de ces élèves qui ont trouvé la mort dans cet incident, dans ce triste drame-là. Le gouvernement a témoigné sa reconnaissance, a dépêché donc les représentants du pouvoir central au niveau de cette localité-là pour aller témoigner la solidarité et a manifesté sa volonté d'accompagner les parents pour dépasser cette étape-là de psycho, cette étape-là de tristesse, cette étape de deuil et pouvoir contribuer ensemble à la bonne éducation de nos enfants. L'autre fait, c'est que quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans nos écoles, on doit pouvoir attirer l'attention des uns et des autres, l'attention du personnel encadrant, mais également l'attention des autorités éducatives. Parce que quand vous regardez un peu, certaines écoles sont au bord des routes aujourd'hui. Donc, certaines écoles sont au bord des routes, les enseignants transforment certains élèves qui ont, on peut le dire entre guillemets, des gabarits un peu importants par rapport aux autres, de pouvoir jouer les gendarmes des autres. C'est-à-dire que quand le matin, quand les enfants viennent à l'école, souvent il y a un petit problème pour pouvoir traverser en allant et en revenant. Les enseignants prennent cette décision qui n'est pas bonne en réalité pour l'intérêt supérieur de l'enfant. En remettant des pancartes aux enfants de pouvoir réguler la traversée des élèves à l'aller comme au retour. Mais si quelque chose arrive à l'enfant, comment vous allez faire? Si quelque chose arrive, si quelque chose de malheur arrive à ces enfants-là, qui jouent ce rôle-là, de pouvoir aider leurs camarades à traverser les voies. Comment est-ce que vous allez répondre devant les parents? Mais les parents vont s'interroger. Nous avons envoyé notre enfant pour étudier et non pour pouvoir réguler la circulation pour les autres. C'est ça notre responsabilité. Et je pense que les autorités de l'éducation doivent prendre une décision ferme, interdisant ce genre de pratique dans nos écoles. Cela va préserver l'intérêt supérieur des enfants. Donc cela va permettre à ce que les enfants puissent aller à l'école en bonne santé, revenir à la maison en bonne santé, en toute sécurité, en toute sérénité. Voilà un peu les éléments ou les différents aspects que j'avais voulu partager avec vous sur cette question-là de la rentrée scolaire, les événements ayant un peu attristé cette rentrée qui a été bien organisée, comme au cours de ces 3 dernières années. Donc, nous adressons toutes nos félicitations au ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, pour son engagement et pour toutes les dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour faciliter une rentrée scolaire 2023-2024 réussie.
Autre sujet ayant marqué donc l'actualité nationale, vous savez, depuis un certain moment, le débat qui tourne autour de cette décision qui a été prise par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans notre pays, ARCEP. Nous avons vu la sortie de plusieurs acteurs, certains députés sont sortis, ils ont raconté ce qu'ils avaient à raconter, certains citoyens, certains leaders d'opinion sont également sortis. Certaines organisations des droits des consommateurs sont également sorties à travers certains événements qu'ils ont organisés. Et j'ai voulu me prononcer sur ce fait-là, sur cette décision qui a été prise par l'ARCEP, pour essayer d'expliquer à nos concitoyens en réalité le bien fondé d'une telle décision et ensuite pourquoi est-ce qu'il est important d'encadrer une telle activité dans notre pays. Quand vous regardez un peu la décision qui a été prise par l'ARCEP par rapport à l'encadrement de l'activité de Wi-Fi Zone, vous vous rendrez compte qu'en réalité, et j'invite tous nos concitoyens à jeter un coup d'œil sur cette décision-là. Je vais revenir sur la façon dont certaines décisions sont prises au sein de nos institutions. Les gens pensent que l'ARCEP est resté dans son bureau comme ça et un beau matin sorti prendre une telle décision pour imposer cela aux opérateurs de cette activité-là dans notre pays. Mais ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'il est de notre devoir d'expliquer à nos concitoyens la méthodologie qu'utilisent les autorités, les différentes institutions de notre pays en vue de réglementer un certain nombre d'activités, en vue de mettre fin à une certaine pratique illégale, en vue de renforcer la protection d'un tel ou d'une telle personne. Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, ça dit que, et je suis heureux que un député l'ait reconnu véritablement, parce que les gens ils souscrivent à un forfait d'utilisation domestique et la personne revient, transforme ça en Wi-Fi zone dans le quartier, se met à placer des pylônes un peu partout. Ça veut dire que la bande passante, et je n'apprends rien à personne, la bande passante qui est donc destinée à servir les consommateurs dans cette zone-là, le fait que la personne puisse étendre sa zone de consommation, ben, cela porte préjudice aux autres abonnés qui sont allés souscrire également. Donc, leur droit est violé par cette pratique-là qui n'est pas bonne. Donc, l'ARCEP dit dans cette décision qui a été prise que l'activité de Wi-Fi Zone est légale. Je pense que c'est une bonne chose. Le fait de pouvoir donner le caractère légal, parce qu'il n'y avait pas un fondement, il n'y avait pas un test qui réglementait véritablement cette activité-là. Donc, c'est une première et nous devons saluer une telle décision qui vise à réglementer cette activité-là, cette activité de plus en plus pratiquée par des jeunes qui essaient donc de démocratiser l'accès de l'Internet dans notre pays. Ensuite, l'ARCEP dit, et l'ARCEP pose des conditions pour pouvoir exercer une telle activité. Mais il faut payer une redevance. C'est parce que quand tu veux faire une activité Wi-Fi Zone, ça veut dire que tu en fais une activité lucrative. Tu en fais une activité génératrice de revenus. Tu es en train d'entreprendre. Donc, il est important également que, non seulement que tu formalises l'entreprise que tu as mise en place qui exploite cette activité-là de Wi-Fi Zone, et ensuite que tu puisses aller te déclarer auprès de l'autorité de régulation qu'est l'ARCEP en payant une somme forfaitaire qui dure pour toute ta vie. Je pense que l'ARCEP a fait des multiples sorties pour faire une certaine pédagogie. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs ou des gens qui exploitent des Wi-Fi zones, qui exercent cette activité de Wi-Fi zone, qui ont pris un quartier immense, qui ont placé des pylônes un peu partout dans le quartier, ou qui ont pris plusieurs quartiers à Lomé, qui ont étendu leur zone de couverture avec plusieurs pylônes. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sortent pour, comment je vais dire ça, pour essayer de dire qu'en réalité, une telle décision va venir remettre en cause l'accessibilité de l'Internet aux populations. Quelle accessibilité? Qu'est-ce que les jeunes font maintenant sur les réseaux sociaux? Dites-moi, combien de jeunes vont sur
sur Internet pour aller faire des recherches qui soient avantageuses, non seulement pour leur propre bien-être, leur propre savoir, que d'amuser la galerie sur les réseaux sociaux. Mais on ne développe pas un pays quand on a une jeunesse qui passe toute sa journée pour raconter des comédies, des trucs pour rire. Bien sûr, on a besoin de se divertir, mais il faut pas en faire de trop. Aujourd'hui, quand vous allez sur TikTok, vous allez sur Facebook, vous allez sur Instagram, sur Snapchat, vous allez sur tous ces réseaux sociaux-là, mais vous allez voir des choses, vous serez déçus de cette jeunesse-là. C'est inacceptable qu'on puisse avoir de ce genre de choses. Donc, cela ne remet en rien en cause. Cela ne remet pas en cause tout ce que les gens racontent. Je pense que à un moment donné, il faut qu'on accepte évoluer dans la vie. Il faut qu'on accepte se conformer à un certain nombre d'idéal, à un certain idéal, autant pour moi, un certain idéal au plan national, au plan international. Nous ne pouvons pas toujours continuer à avancer dans l'illégalité. Nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Quand on écoute aujourd'hui les gens décrier cette décision, disent que non, on veut mettre fin aux revenus des jeunes, que ça veut ça, que les jeunes s'en sortent. Mais plutôt cette décision-là contribue à aider la jeunesse, à professionnaliser cette activité-là, à en faire véritablement une activité génératrice de revenus, réglementaire, légale. C'est cela l'objectif. Et ensuite, l'ARCEP dit qu'il est interdit de placer les pylônes pour cette histoire de Wi-Fi zone. Donc les gens qui ont transformé les quartiers en des pylônes en désordre, comme si nous étions au 14e siècle ou 15e siècle, des gens même responsables, des gens même qui se disent leaders politiques et tout ça là, qui ont transformé des quartiers en plaçant des pylônes un peu partout. Mais l'ARCEP dit désormais, ce n'est plus possible. Lorsqu'on veut exploiter une zone Wi-Fi, une activité de Wi-Fi zone, il faut se conformer aux obligations qui sont contenues dans cette décision-là. Et l'ARCEP n'a pas dit que cette décision-là s'appliquait immédiatement. Un délai moratoire de 3 mois a été accordé pour ceux qui existent déjà. Mais désormais, lorsque tu veux exercer une telle activité, mais il va falloir que tu ailles déclarer cela et tu payes une redevance au niveau de l'ARCEP pour pouvoir te conformer à la réglementation, pour pouvoir te conformer à cette base juridique qui existe désormais. Parce que cette décision qui a été prise par l'ARCEP n'est pas tombée comme ça un beau matin. Ça a été un travail de longue haleine, avec des discussions avec les différents acteurs, avec l'implication des parties prenantes, pour essayer de sortir un test qui soit acceptable de tous, un test qui puisse apporter une base juridique, une base légale dans ce sens-là. Voilà un peu comment les choses fonctionnent. Je pense qu'il est important qu'au lieu de nous alarmer sur cette décision, au lieu de polémiquer autour, de pouvoir inviter la jeunesse à se conformer à cette réglementation. Je pense que nous devons apprendre dorénavant à accepter d'évoluer, parce que nous ne pouvons pas toujours être là. Et moi, personnellement, je suis d'accord que le gouvernement puisse mettre en place des initiatives qui puissent permettre à ce que dans certaines zones, notamment dans les zones reculées, dans les zones les plus reculées où les jeunes ont des difficultés à avoir accès à Internet, mais qu'on puisse étendre des Wi-Fi zones gratuites, des Wi-Fi zones publiques. C'est ces mêmes personnes-là qui critiquent aujourd'hui cette réglementation, cet encadrement de cette activité-là. Demain, quand le gouvernement va sortir, dire que nous allons lancer un projet de mise en place des Wi-Fi zones publiques, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont trouver encore à dire. Parce que si le gouvernement sort un beau matin, commence par développer des projets de Wi-Fi zone publique, ou même pour pouvoir se connecter, en une journée, tu ne vas payer que 50 francs par exemple, ou tu ne vas payer que 100 francs en une journée, ou tu vas juste te connecter gratuitement d'ailleurs, et essaie d'étendre cela dans toutes les villes, dans toutes les régions de notre pays. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui critiquent cette activité-là que l'ARCEP a voulu réglementer, a voulu encadrer, afin de permettre à tous ces jeunes-là
qui veulent entreprendre dans ce domaine-là, de pouvoir exercer cela en toute facilité, en toute légalité. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont sortir demain critiquer une telle décision du gouvernement, que quoi, le gouvernement est en train de détruire l'activité des jeunes, que le gouvernement est en train de nuire à l'entrepreneuriat des jeunes, que le gouvernement veut mettre ces jeunes-là qui se débrouillent à travers cette activité-là au chômage. Vous voyez comment les gens réfléchissent dans notre pays. Vous voyez comment les gens ont des idées qui ne sont pas constructives. Vous voyez un peu? Je pense que le combat doit être sur un autre champ. Aujourd'hui, la RCEP encadre. Vous dites que les forfaits de Wi-Fi zone que proposent les opérateurs économiques sont chers. Mais nous devons mener le combat dans ce sens-là pour que ce prix-là soit revu soit revu à la baisse au lieu de critiquer pour ne pas critiquer. Je pense que c'est important qu'on aille dans ce sens-là. Voilà, j'ai voulu aussi également donner mon point de vue, et ça reste mon point de vue d'ailleurs, sur ce sujet-là. J'ai voulu donner mon point de vue sur ce sujet. Je pense que les jours à venir, quand l'actualité va évoluer sur ce sujet, je me ferai le devoir de revenir et d'éclairer un peu la lanterne de nos concitoyens sur ce sujet. Autre sujet a marqué donc l'actualité cette semaine, vous savez, le Burkina Faso, on n'en finit pas d'en parler. Et vous connaissez ma position sur ce sujet. Nous devons combattre de façon farouche les coups d'État militaires dans nos pays. Nous devons combattre de la dernière de notre énergie ces personnes-là qui pensent qu'il suffit d'avoir la force de l'arme pour pouvoir arracher le pouvoir. Mais nous sommes dans une société plurielle. Nous sommes dans une société démocratique. Nous sommes dans des sociétés libres. Donc, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, nous avons ensemble défini des règles sur lesquelles nous pouvons agir pour exprimer notre désaccord par rapport à une situation. Voilà un pays qui, au cours de ces 8 mois, 15, donc bon, disons 8 mois, au cours de ces 8 mois ou un an, je n'en sais pas trop, a connu plus de 3 coups d'État. 3 coups d'État perpétrés rien que par des militaires eux-mêmes. C'est-à-dire que une partie de l'armée prend le pouvoir, une autre dit qu'elle n'est pas d'accord par rapport à la démarche qui est prise. Et voilà des gens qui sont venus au pouvoir avec la force de l'arme et qui se jouent aujourd'hui les défenseurs de la démocratie, les défenseurs du peuple et qui, je ne sais pas si c'est de la manipulation populaire, aujourd'hui qui disent qu'ils sont victimes d'un coup d'État, qui sont victimes d'un complot d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire qu'ils accusent d'autres pays d'être derrière cette tentative de coup d'État, de vouloir déstabiliser le régime militaire en place dans ce pays-là. Voilà des gens qui ont avancé l'idée de l'insécurité, de la mauvaise gouvernance et de tout ce que vous savez en prenant le pouvoir. Bientôt 1 an et quelques mois. Mais en toute objectivité, qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Qu'est-ce qui a changé? Voilà des gens qui accusent des puissances occidentales d'avoir retardé le développement de leur pays. Aujourd'hui, je peux vous le dire avec certitude, et vous pouvez aller voir et chercher dans toute la documentation. Les premiers partenaires économiques de ces pays-là, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, c'est la Chine. C'est-à-dire que ces pays-là commercent davantage avec la Chine que les autres puissances. Les autres puissances qu'ils accusent d'exploiter leurs richesses, les autres pays qu'ils accusent, je ne veux pas appeler le nom de ces puissances, qu'ils accusent de pouvoir les retarder, de pouvoir retarder leur développement, de pouvoir financer les réseaux djihadistes et tout cela. Toutes ces personnes qui nous attaquent à travers les groupes terroristes là, ce sont nos frères la plupart du temps, ce sont les Africains. Et c'est l'Africain seul qui n'a pas encore compris. Et c'est l'Africain seul qu'on peut manipuler, qui n'a pas encore compris que son développement à lui, c'est lui seul qui est le maître de ce destin-là. C'est lui seul qui peut actionner le développement de son pays. C'est lui seul qui peut actionner le développement de ce continent-là. C'est l'Africain seul qui n'a pas encore compris cela. Parce que ces gens-là, ces groupes terroristes qui nous attaquent, qui attaquent nos pays-là, mais ils viennent d'où? Ils viennent de nos pays. Même s'ils sont manipulés, même s'ils sont téléguidés
Mais ils sont nos frères. Nous devons nous remettre en question nous-mêmes en tant qu'Africains, en tant que Burkinabés. Aujourd'hui, on annonce qu'on est en train de poursuivre 4 officiers. J'entends et j'ai lu quelques articles comme quoi un officier a avoué avoir pris 25 milliards et avoir pris quelques armes via la Côte d'Ivoire du président Ouattara, que c'est la France qui serait derrière cette tentative de coup d'État. Vous voyez comment? Ça dit que le procureur, le parquet militaire annonce l'ouverture d'une enquête, mais déjà, les premiers responsables, là, ceux qui sont censés être neutres dans la gouvernance de l'État, semblent prendre parti, disent qu'ils ont des informations qui démontrent ou qui montreraient qu'il y a des puissances occidentales qui sont derrière ces tentatives de coup d'État. Je vous le dis, je vous le répète aujourd'hui. Les militaires ne vont pas faire grand-chose à la tête de nos États. Les militaires ne résoudront pas les problèmes que nous avons dans nos pays. Parce que ce sont des gens qui gouvernent par la force de l'arme. Des gens qui sont venus au pouvoir en critiquant les régimes précédents, mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui censurent les médias, ce sont ces mêmes personnes-là qui interdisent les manifestations dans leur pays. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont contre toute contradiction dans leur pays. Mais comment on peut développer un pays comme ça en n'acceptant pas les critiques, en n'acceptant pas que quelqu'un soit contre vous? Comment? Aujourd'hui, vous dites que non, c'est-à-dire que vous avez coupé les relations avec d'autres puissances. Vous êtes allé chez une autre personne. Mais les gens sont aveugles ou ils ne veulent pas comprendre. Mais la Russie ne vient pas dans nos pays pour nous aider gratuitement. La Russie vient dans nos pays pour chercher des intérêts pour la survie de la Russie, pour la survie du peuple russe. Ils veulent affirmer une certaine suprématie du peuple russe. Il faut que les gens comprennent cela une fois de bon. La Russie n'est pas là pour le plaisir de nos yeux, ni pour nous jeter des bonbons. La Russie est là pour faire affaire. Et ils useront de tous les moyens pour pouvoir nous soutirer autant qu'ils peuvent toutes nos ressources. Aujourd'hui, j'ai écouté l'interview du chef de la junte dans ce pays-là, qui dit que le Burkina Faso s'est tourné vers la Russie parce que la Russie a la même vision que le Burkina Faso. La Russie est contre l'impérialisme. Mais la Russie défend ses intérêts au plan international. La Russie ne peut pas se complaire ou ne peut pas être dans une situation d'entente avec les États-Unis, avec la France ou avec toute autre puissance au monde si ses intérêts sont en danger. Si l'intérêt du peuple russe est en danger, c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que les autorités dans ce pays-là doivent comprendre. Je l'ai toujours dit, vous avez dans un pays où le pouvoir est fragilisé, mais les groupes djihadistes, ils vont profiter de cette fragilité-là pour vous attaquer. Ils vont vous malmener. Aujourd'hui, la preuve, c'est que ces autorités-là qui ont dénoncé cette sécurité grandissante ont du mal à avoir une certaine maîtrise de leur territoire, leur propre territoire. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui ont du mal à avoir la maîtrise de leur propre territoire, qui n'arrivent pas à redresser l'économie de ce pays-là, puisqu'ils ont fait appel au FMI pour pouvoir les aider dans l'ajustement de leur économie. Ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent engager un autre front ailleurs. Ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent aller combattre ailleurs. Mais c'est quelle hypocrisie, cela? C'est quelle hypocrisie? Je pense qu'il est important que chaque Africain, moi je suis pour le panafricanisme, je suis pour que nos pays puissent prendre des décisions qui avantagent les peuples, des décisions qui puissent améliorer nos conditions de vie et de travail. Parce que notre première richesse dans notre pays et partout ailleurs, c'est la paix. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir des millions, peuvent avoir des milliards. Mais quand il n'y a pas la paix dans un pays, comment vous allez dépenser votre argent? Mais vous ne pouvez pas dépenser cet argent-là. Il faudrait qu'il y ait de l'argent. Il faudrait qu'il y ait de la sécurité. Il faudrait qu'il y ait de la paix. Il faut qu'il y ait une stabilité pour pouvoir dépenser votre argent. Aujourd'hui, le Soudan est confronté à des crises. La Somalie, n'en parlons pas. Mais ces pays-là, vous avez vu des cadavres qui traînent un peu partout sur les routes. Qui sont ceux qui paient le lourd tribut? C'est les populations. C'est aux grandes personnalités, c'est aux hauts gradés. Ils se sont réfugiés ailleurs. Petite chose, on a vite fait de renvoyer les populations dans les rues. Mais une
Un pays ne se construit pas, une nation ne se construit pas par les marches. Une nation ne se construit pas par des mobilisations des foules. Une nation se construit par le travail. Une nation se construit par l'engagement des citoyens. C'est cela qui va nous faire sortir de notre situation actuelle. C'est cela qui va faire que nos pays seront des pays émergents. C'est cela qui va faire que nous allons nous repositionner sur l'échiquier international. C'est cela qui va faire que nous allons être respectés dans les rencontres internationales, dans les sommets internationaux. C'est à ce prix-là. Parce que quand vous avez une économie résiliente, quand vous avez une armée de taille, quand vous avez un taux de croissance énorme, quand vous avez des industries qui transforment vos ressources sur place, quand vous avez votre mot à dire au niveau de ces instances-là, mais quand vous allez à ces rencontres-là, quand vous allez rencontrer ces gens-là, quand vous allez chez eux-là, mais ils vont vous respecter. Aujourd'hui, la Chine se fait respecter par le travail, par l'efficacité de son économie. La Chine se fait respecter par sa puissance armée. La Chine ne se fait pas respecter par les propos de ses autorités. La Chine ne se fait pas respecter par des discours élogieux, par les belles paroles. La Chine se fait respecter par le travail. Parce que la Chine, à un moment donné, a compris que dans ce monde planétaire, pour se faire respecter, il faudrait pouvoir dire qu'en réalité, nous sommes les meilleurs. Le made in China. Nous sommes les meilleurs. C'est cela. En tout cas, nous avons compris cela dans notre pays. Nous avons compris qu'au Togo, ce qui est important, c'est de préserver ce climat de paix et de cohésion sociale. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les acquis que nous avons déjà eus ne tombent pas à l'eau. C'est de faire en sorte que chaque citoyen, partout où nous sommes, dans chaque secteur d'activité, que nous puissions travailler ensemble, mais dans la main pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos concitoyens. Personne ne dit que c'est meilleur, mais je pense que c'est déjà bien dans ce que nous sommes. Nous pouvons aller loin, et c'est ensemble, c'est en préservant cette paix-là, en préservant cette quiétude-là. Et c'est ce que nous devons faire comprendre à nos voisins, comme au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, je voudrais finir ce live-là en donnant mon point de vue sur ce qui se passe également au Niger. Vous savez, moi je suis contre les coups d'État. Je l'ai dit, je le répète, je le dirai toujours. Les coups d'État n'ont jamais fait développer un pays. Les coups d'État ne font pas développer un pays. Les coups d'État nous retardent. Les coups d'État retardent notre développement. Les coups d'État font fuir les investisseurs. Quand votre pays est instable, les gens ne viendront pas chez vous pour investir. Il faut qu'on le dise aux gens. Parce que quelqu'un ne viendra pas mettre son argent et sait qu'à un moment donné, il y aura encore instabilité, le régime va changer. Et comment pouvoir sécuriser son argent qui vient investir dans votre pays? Comment pouvoir sécuriser cela? Mais ce qui se passe au Niger, c'est très préoccupant. Parce que vous avez des gens qui ont servi le régime, des gens qui ont contribué dans la gouvernance de ce pays-là, des gens qui ont passé toute leur carrière, parce que tous ceux qui sont là, ceux disant Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, quoi que ce soit, c'est des gens au-delà d'une cinquantaine, des gens qui sont dans les soixantaines, dans les cinquantaines, des gens qui ont occupé des postes dans ces pays-là. Il y a des gens qui disent que à un moment donné, qui ne se retrouvent pas dedans, que la sécurité s'est détériorée, mais le président ne se lève pas un beau matin, prend une décision pour l'armée. Vous savez comment les choses fonctionnent. Mais il faut qu'on vous dise cela pour que vous compreniez. Un président, il a un conseil militaire. C'est-à-dire que vous voyez les présidents, dans chaque secteur, il a des conseillers qui lui proposent des mesures à adopter pour pouvoir résoudre tel ou tel problème. Il a un chef d'état-major particulier. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de l'armée, qui est avec lui, qui a un bureau à la présidente de la République et qui essaie de faire des propositions pour pouvoir améliorer la sécurité, assurer l'intégrité du territoire. Ce sont ces gens-là qui ont été aux côtés de ce régime-là, le régime du président Bazoum, et à un moment donné, parce qu'ils voyaient leur intérêt personnel, parce que cela ne vous échappe pas. Ces gens-là ne sont pas là pour l'intérêt général. Ils sont là pour leur intérêt personnel d'abord.
Et ils sont en train de surfer sur cette histoire de panafricanisme, l'Afrique aux Africains. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les grands panafricanistes, ce sont les gens de pensée, les Senghor, les Aimé Césaire, des gens qui ont eu des pensées, des gens qui ont fait des propositions, ce sont des scientifiques. Les vrais panafricanistes, ce ne sont pas des gens qui utilisent les armes pour déstabiliser. Ce ne sont pas des gens qui, à un moment donné, essaient de retarder le développement de leur pays. Aujourd'hui, la France est visée. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la France. Ce n'est pas la France notre problème. Notre problème, c'est nous. La responsabilité de la situation dans laquelle nos différents pays sont aujourd'hui, c'est nous. Parce que c'est nous qui avons le destin de nos pays. C'est nous qui devons, comment l'appelle-t-on? C'est nous qui devons tracer le développement de nos pays. Aujourd'hui, quand vous prenez le Niger, le premier partenaire commercial du Niger, c'est qui? C'est la Chine. Le pétrole nigérien est exploité par la Chine. La China National Petroleum Corporation. On dit, il y a une organisation de la société civile qui a fait une sortie comme quoi les autorités de transition, les militaires au pouvoir au Niger doivent pouvoir retirer le permis d'exploitation de l'uranium sur le site du Mouraren à la compagnie française Exareva, Orana. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui le Niger, laissons le passé appartient au passé. Les gens vont dire, ah oui, hein, la France a exploité l'uranium au Niger pendant plus de 40 ans. C'est vrai, c'est un fait, ça fait partie de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on en fait de l'histoire? Mais il faut pouvoir tirer les leçons du passé pour reconstruire l'avenir, pour rendre l'avenir beaucoup plus meilleur. Voilà ce à quoi nous devons aller. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu le Niger, il y a plusieurs compagnies qui exploitent l'uranium. Ce n'est pas seulement la France. La France exploite quoi? Un pourcentage infime de l'uranium. Il y a la Chine qui est présente là-bas. Il y a la Chine qui est présente, qui exploite l'uranium. Aujourd'hui, nos pays ont des relations économiques diversifiées. C'est un faux débat. Les gens vont vous dire, ah non, on a toujours coopéré avec les mêmes personnes. Mais non. Nos dirigeants, ce sont des éclaireurs, des gens qui ont une vision pour nos pays. Ce ne sont pas ce que les gens vous racontent que vous devez croire. Nos relations commerciales sont diversifiées. C'est-à-dire que nous commerçons avec tout le monde, avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine, avec tous là où les intérêts de nos pays se trouvent, nous allons aller les chercher. C'est ça la vision de nos chefs d'État. C'est ça la vision de nos organisations communautaires. Parce que pour nous, vous voyez un peu nos pays, nous avons des frontières poreuses. Nous ne pouvons pas permettre à ce qu'un pays ou un autre soit déstabilisé, un pays connaisse des coups d'État réguliers. Cela aura une répercussion sur notre développement. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays malheureusement. Ou à cause de ce qui se passe au Burkina Faso, nous sommes obligés de payer le lourd tribut au nord de notre pays. Vous voyez le Bénin également, il paye le lourd tribut. Le Ghana paye le lourd tribut aujourd'hui. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Est-ce que c'est ce développement que nous voulons pour nos pays? Non! Nous voulons des régimes démocratiques dans nos pays. Nous voulons que les gens disent que la démocratie a échoué, mais c'est nous qui appliquons notre démocratie. Nous pouvons la façonner autant de fois que nous voulons. Les règles que nous adoptons, nous devons être prêts à les respecter. C'est cela, notre responsabilité. Veillez à ce que nos pays soient des pays de stabilité, de pays de paix, de pays de quiétude. Aujourd'hui, une organisation de la société civile au Niger sort de pouvoir retirer le permis d'exploitation. Mais nous ne sommes pas dans un pays sauvage. L'accord qui a été signé par la société française et l'État nigérien, c'est un accord réglementaire, un accord légal. Donc, quand vous voulez renégocier ou retirer un permis, vous devez vous asseoir et rediscuter des conditions dans lesquelles l'accord a été signé. Si vous ne trouvez pas un terrain d'attente, ben chacun va prendre sa route. C'est cela, en étant responsable. Il ne faut pas se laisser influencer par ces vents de mouvement qui ne nous apportent pas grand-chose. Le populisme, ça ne nous apporte pas grand-chose. Je vous le dis, je vous le répète. Seul le travail, c'est le travail qui va nous libérer, mes chers amis. Donc, j'ai voulu donner mon point de vue sur ces sujets-là qui ont marqué l'actualité
nationale et internationale, avec ce qui s'est passé au Niger, également au Burkina Faso, mais également ce qui s'est passé dans notre pays sur les questions non seulement de la rentrée scolaire 2023-2024, mais également sur ce débat-là qui ne cesse d'alimenter l'opinion nationale, ce débat-là autour de l'activité Wi-Fi Zone. Je pense que nous devons faire beaucoup plus de retenue dans nos propos quand on s'aventure sur des sujets que nous ne maîtrisons pas, dans les domaines où nous ne sommes pas experts, dans les domaines où nous avons peu d'informations. Je pense qu'il est important que chaque citoyen se remette en question. De quelle Afrique voulons-nous? Une Afrique où nous allons toujours assister à ces événements-là de déstabilisation, à ces événements de manifestation, où pendant que les autres sont en train de travailler, c'est nous qui nous convergeons vers des lieux pour aller manifester. Pendant ce temps-là, quand nous revenons à la maison, qui prend en charge la nourriture de nos familles? Mais nous devons travailler à améliorer les conditions de vie et de travail. Nous devons créer des emplois pour les gens. Nous devons créer des richesses. Et c'est quand on a des régimes stables, c'est quand on a un pays stable qu'on pense à ces sujets-là, qu'on pense à des politiques, à des stratégies de développement, à des stratégies qui puissent permettre à ce que nous puissions faire et améliorer ou faire évoluer les conditions de vie et de travail de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, j'ai été très long dans ce live-là, mais il fallait que je puisse aborder ces différents aspects pour vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent. J'ai été très honoré d'avoir partagé ces moments avec vous. Chaque semaine, à partir d'aujourd'hui, nous nous retrouverons pour balayer un peu les sujets et à marquer l'actualité nationale et internationale. Et je pense, nous sommes dans un apprentissage perpétuel. On ne finit jamais d'apprendre. Peut-être que j'aurais dit des choses que les gens ne vont pas aimer. Mais bon, nous sommes dans un débat. Et je pense que les bonnes idées, les bons projets, les bonnes stratégies ressortent ne sortent que du débat, en fait. Les idées novatrices ne sortent que du débat. Et donc, je vous invite donc à partager ce direct-là autour de vous dans vos pages Facebook et sur vos pages Facebook et dans vos groupes WhatsApp, à continuer le débat sur ces sujets-là. Et nous nous retrouverons, si Dieu le veut, la semaine prochaine avec le même plaisir. À très bientôt.